Oui. Savoir, est-ce que vous avez l'impression qu'il faudrait ou que ce serait judicieux de laisser tomber le Mexique lorsqu'il sera question de renégocier le nouvel ALENA? Bien, moi, ce qu'on doit faire valoir, je pense, c'est l'intégration stratégique du Canada et des États-Unis en particulier. Moi, je l'ai souvent dit dans les corridors. Vous savez, la grande chose qu'on a réussi au cours des dernières années, c'est de passer d'un partenaire, j'allais dire, d'un bon voisinage à un partenaire stratégique. On l'a vu, par exemple, dans le domaine des semi-conducteurs, on le voit dans le domaine des minéraux critiques, on le voit dans le domaine de l'énergie. Et c'est un peu ça, cette distinction-là, c'est-à-dire que le Canada, dans cet ensemble-là nord-américain, est important. Moi, j'ai toujours dit, il y a 3 enjeux qui sont clés. C'est d'abord la sécurité. Il faut savoir que le Canada et les États-Unis sont responsables de la sécurité du continent nord-américain. La deuxième chose, c'est la résilience des chaînes d'approvisionnement. Puis on l'a vu comment c'est important aujourd'hui quand on parle du titane, quand on parle d'aluminium, quand on parle des minéraux critiques. Et dernièrement, d'un plan de croissance, parce qu'on l'a vu, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du cancer. Alors, le Canada, ce qu'on dit, c'est qu'il est très aligné avec les États-Unis. Nous, notre rôle, c'est de faire valoir cette relation-là stratégique. Mais c'est quoi la place du Mexique dans cette relation-là? Justement, parce que vous ne parlez pas du Mexique, là, vous parlez de la relation bilatérale entre le Canada et les États-Unis. Le Mexique a un rôle, mais certainement, on comprend aussi certaines des préoccupations qui ont été exprimées par nos partenaires américains. Et c'est important à ce moment-là que nos partenaires mexicains comprennent bien les enjeux stratégiques qu'on a en Amérique du Nord, parce qu'aujourd'hui, la sécurité économique, c'est la sécurité nationale. Et ça, je peux vous dire que c'est un des enjeux qui est toujours mis de l'avant lorsqu'on parle de nos partenaires. So, just to clarify, Minister, so just in English, are you saying you are open to a bilateral trade deal that skips over Mexico? I'm not sure that I said anything like that in French. What I was saying is that Canada is a strategic partner to the United States on many fronts. That, you know, the supply, we've moved from just being a good neighbor, a friendly neighbor, to a strategic partner. We've seen that when it comes to semiconductors. We've seen that with critical minerals. We see that with energy. Our role is to make sure that our American partners understand the strategic nature of the relationship and make sure that, you know, when I go to Washington, the 3 things that always matter is, the first one is security. But on the trade deal, are you open to negotiating a trade deal without Mexico? Well, listen, the question is not that, because we have... That is my question. No, that I was appreciate Fanny's it, but it's not a question that's on the table, because it is. Doug Ford suggested it. No, but we have a USMCA. There's going to be a review. What I'm saying is that my role is to make sure that we promote the interest of Canada in that we make sure our American partners understand the unique nature of Canada in that partnership, because, you know, when it comes to security, supply chain resilience, and a growth agenda, and therefore that's what we need to do. And at the same time, we said very clearly that we understand some of the concerns that have been expressed by our U.S. partners when it comes to Mexico, because today economic security is national security. So just to clarify, just to clarify, on the next negotiations, I just want to wrap this in about. Sure. The next negotiations will be with Mexico and the United States, in your view. Well, listen, we'll see. We're not there yet. President Trump is not president before January 22nd, 21st. But you have a role. You get to decide. No, what are you advocating we have a role, for? but obviously we're not there yet. So my point is that what we're doing, the work we've been doing, is working very well. I can say that our American partners understand somehow the Canadian exception, you know, because of supply chain, of security. So we are different in that way. Now, for the rest, we'll see how things go. But my role and our role as Canada, we just finished a roundtable with business leaders in Canada. They understand that we are in a unique position with respect to the United States. That's our role to put. And at the same time, saying to American partner, we understand your concerns with respect to Mexico, because we need to protect that North American economic space. C'est quoi, dans ce cas-ci, c'est quoi le grand avantage d'avoir le Mexique dans cette entente? Y en a-t-il un grand avantage? Ben, écoutez, il y a certains avantages au niveau de la grandeur de l'assiette économique, si vous voulez, parce qu'évidemment, c'est une grande population. Il y a des chaînes d'approvisionnement qui traversent aussi les 3 pays. Mais notre rôle à nous, présentement, c'est vraiment de défendre les intérêts de l'industrie canadienne, défendre les travailleurs et de parler, moi, je pense, de cette exception-là canadienne, l'exceptionnalité canadienne, c'est-à-dire que très différent de ce qui se passe au sud de la frontière des États-Unis. Notre rôle à nous, au niveau du NORAD, par exemple, au niveau des chaînes d'approvisionnement critiques, au niveau de l'agenda de croissance dans l'aérospatial, dans l'énergie, le Canada a un rôle unique à jouer. Alors, c'est sûr qu'on a des discussions très rapprochées de nos partenaires américains,
Et puis, on va voir pour la suite des choses. C'est secondaire. Bien, je dirais, dans l'espace économique nord-américain, quand vous regardez les partenaires essentiels, les grands partenaires dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques, dans la croissance, dans la sécurité, c'est le Canada. So does that mean essentially you're leaving it in or out? You're leaving it to Trump to decide, Minister? Oui. Ils ne seront peut-être pas adoptés parce qu'il y a un filibuster à la Chambre des communes. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Il y a de plus en plus de gens qui parlent de budgetary cliff or whatever. Là. Oui, c'est important d'avoir les dépenses nécessaires pour les plus vulnérables dans notre société. Donc, je voudrais que tout le monde dans la Chambre peuvent voter en faveur de ces enjeux. Donc, c'est important de bouger la Chambre, d'avoir les votes dans la Chambre. Mais nous avons une opposition qui ne veut pas avoir ce mouvement important et ces votes-là. Pourquoi? Je demande pourquoi c'est important, c'est crucial pour les plus vulnérables de notre société d'avoir ces appuis. Dans les crédits, il y a par exemple de l'argent pour payer les augmentations de salaire des fonctionnaires. Qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas voté? Est-ce que les fonctionnaires ne seront pas payés? Nous savons que les fonctionnaires ont eu des ententes avec les syndicats, par exemple, pendant l'année dernière. Et nous continuons avec ça au Conseil du Trésor, mais bien sûr, c'est crucial aussi de s'assurer que les fonctionnaires ont les appuis, l'argent, le salaire nécessaire pour leur vie. Donc, on va continuer de pousser l'opposition d'avoir ces votes-là dans la Chambre. But would it be compromise? I guess that's my question. Would a civil servant not being paid if this vote was not to happen? The payments are continuing. We are not at a point yet of the situation. But you say yes. Could United it? States. Not at this moment. We are not having those conversations at all. We are having full payment of the civil service. What we're talking about really is moving the supplementary estimates and in particular les appuis pour les plus vulnérables de notre société. Et j'ai demandé dans le passé, dans le printemps par exemple, pourquoi est-ce que l'opposition n'ont pas voté en faveur. Maintenant, il n'y a pas de vote, pas du tout, et ça c'est extraordinaire. On doit voter sur ces appuis pour les plus vulnérables, pour les familles, pour les aînés, pour les enfants, pour la nourriture pour l'école par exemple. Ça c'est crucial pour notre société et pourquoi il pas permettre les votes dans la Chambre. Ça c'est ma question. Bonjour. Est-ce qu'il y a un danger pour le Mexique d'accepter beaucoup d'investissements chinois sur son territoire avec l'arrivée de M. Trump? On sent que votre positionnement change un petit peu vis-à-vis du Mexique. Je ne suis pas un expert sur le Mexique, mais je pense qu'on doit, dans tous les cas, agir dans notre intérêt national. Je pense que l'ALENA nous a très bien servi, puis continuera de bien nous servir. Là. Je ne vais pas me prononcer sur les investissements qu'accepterait le Mexique. Là. Sur la frontière, oui. Dites-moi, est-ce qu'il y a des plans qui se précisent dont vous êtes plus apte à parler, à savoir des ressources supplémentaires? Vous en parlez? Oui, exact. Non, pas pour l'instant. On se prépare. C'est clair que les problèmes des États-Unis ne devraient pas être les nôtres, puis nos problèmes ne devraient pas être les leurs. Ça, c'est très clair, puis on va s'arranger avec eux. On a une frontière qui est quand même très bien gérée, donc qui a ses défis, mais qu'on continuera de défendre à tout coup. Est-ce que cette vague va se produire, d'après vous, dont certains parlent, si M. Trump va de l'avant? Il semble assez sérieux de le répéter hier. Je ne peux pas spéculer, mais si la nouvelle administration veut faire les choses de la bonne manière, ça va prendre l'implication du Canada. Est-ce qu'il y a un... Mr. Miller, sorry. How can you explain how a human smuggler was able to get an Canadian passport by the federal government? Can't speak to those individual issues. But how could something like this happen? Are you going to look into this? What are you going to do? I can't speak to individual investigations that are ongoing, Olivia. Okay, so you're just not... I'm not going to answer you. Okay. So, but how can you not respond to that? I mean, this is such I a can't serious respond to something. allegation. If it's serious, there's ongoing... Is there something wrong with the passport system? Obviously, if a smuggler gets it, there's a problem. This is an individual, apparently, according to the allegations, did get it. But I'm not going to speak about any operational ongoing investigations. I think you know precisely why I wouldn't do that.
Pour la I'm frontière, worried about the safety of Canadians. pour la frontière, est-ce qu'il y a un plan qui se précise? Si on se projette à il y a Je une viens de poser la semaine. question, Oui, mais vous avez avancé? Est-ce que vous êtes en train de d'échafauder quelque chose? Juste nous expliquer où vous en êtes. À chaque jour, on fait ça. Très bien. Merci. Merci. Ouais. U.S. made missile into Russia? Well, again, our expectation is that Ukraine will take the steps necessary to defend itself against attack. Do you fear an escalation after the strike this morning? Well, quite frankly, I think right now Russia has demonstrated its willingness to fire ballistic missiles, cruise missiles, all sorts of things from the safety of within their own country, and giving Ukraine the ability to defend itself, I think is the way to ensure that we move towards a peaceful resolution of the conflict. Putin has lowered the threshold to use nuclear weapons. How can you ensure that Canadians will remain safe? How can you de-escalate the situation? Well, again, it's not our intention at all of de-escalating or to escalate the conflict. But I believe that providing Ukraine with the means to defend themselves against the illegal invasion, the attack that they've been undergoing, the missiles that have been fired into their country, that have hit critical infrastructure, their civilians, it's killed a lot of innocent people. Ukraine has a right to defend itself, and we support that. Should we take seriously when Mr. Putin says that the threshold has been lowered for nuclear use? Listen, again, our intent is peaceful resolution of that conflict, and we are supporting Ukraine in defending their sovereign territory and their citizens. And so, Mr. Putin, we've heard a lot of rhetoric, but quite frankly, it began with his illegal invasion of a sovereign country. And the right of that country, as all countries have the right to defend itself, I think is primary. And Canada supports Ukraine's right to defend itself against that illegal invasion. And just on Irwin Cotler, he's expected to testify before a House of Commons committee today. How can the Canadian government ensure that all Canadians are safe from threats of foreign actors? This is the important work that our law enforcement agencies and our national security agencies do together in order to protect all Canadian interests and the safety of Canadians. We are particularly obviously concerned with parliamentarians and former parliamentarians because of the public nature of their work and the threats against them. I would assure Canadians that our law enforcement agencies and our national security agencies and our government place great importance on their safety, and we'll always work to ensure that. And at the same time, I think it's also useful for Canadians to understand the hostile activities of certain state actors and certain organizations threatening the security of our country, our critical infrastructure, and our citizens. Do you know if these suspects have been arrested or if they've fled the country? I would leave it entirely to our law enforcement agencies and the national security agencies to comment on their work. And I don't intend to ever compromise the importance and integrity of their work by making comments. The Conservative says that you guys let Iranian agents operate in Canada without any consequences. That's nonsense. Thank you. Juste sur le Mexique, rapidement, on sent que le ton a changé un petit peu sur la relation avec le Mexique. On dit, on entend des premiers ministres des provinces ici qui disent, on serait prêt, nous, à un accord seulement Canada-États-Unis. Est-ce que c'est vraiment sur la table, ça? Nous avons un accord entre les trois pays. C'est ça l'accord que nous avons. Alors, et c'est un grand bénéfice pour nos trois pays. Quel est le risque pour le Mexique de laisser entrer beaucoup d'investissements chinois sur son territoire? Ça, c'est une discussion qu'ils ont avec les Américains, parce que c'est un souci pour les Américains. Et puis, je crois qu'ils en discutent justement déjà avec l'administration Biden et sûrement avec les gens sur la colline et la prochaine administration aussi. Merci. Because it's the Canada-U.S. Cabinet Committee. I guess what's on top of mind for you, or what issues do you think needs to be addressed? We're talking about, we've been, for the three meetings, we've been talking a lot about the border. We've been talking a lot about the Canada-U.S. economy, tariffs, but the whole range of topics that are important for Canada-U.S. You know, some of the policies that are coming forward, some of the opportunities, some of the risks we need to be prepared for, and it's good to have everybody around the table from their different perspectives. What's the biggest challenge for Canada right now? Canada's got a lot of, we've got a lot of opportunities. It's our biggest relationship. We need to be prepared. We need to be prepared for making the most of it, as well as some policies that may not work as well for Canada. So it's really about making sure that we have the work done and we're ready to
to, as a whole country, deal with this country south of the border that is so essential to our security, our prosperity, and everything that we do. Je peux vous parler en français juste sur le plus grand défi? C'est correct, on n'abuse pas. OK, merci. Bonjour. Hey, Bonjour. Vous êtes Louis Blouin. Oui, bien sûr. Peux-tu prendre une photo avec vous? Non, ça marche pas. Peux-tu prendre une photo avec vous? Monsieur Leblanc, Monsieur Cotler, sur Monsieur Cotler, les menaces envers l'ancien ministre, est-ce qu'il y a des suspects qui ont été arrêtés, identifiés? Évidemment, Louis, on ne va pas discuter les détails d'opérations de sécurité, de protection. À plusieurs moments, la GRC, les services de renseignement de sécurité m'ont fait un compte-rendu dans ce cas ici. On ne les discute pas publiquement. Cependant, j'ai pleine confiance dans la capacité de la GRC de protéger ceux et celles qu'on leur demande de protéger et d'enquêter et amener devant la justice au besoin les gens qui menacent des personnes aussi importantes pour le Canada que le professeur Cotler. Cotler, à bien des égards, est un icône pour les Canadiens. Le fait qu'il soit menacé est totalement inacceptable. Et je sais que la GRC est tout à fait saisie de cette situation. Has the threat against Cotler's life been reduced? Again, you'll understand that we don't discuss the level of threat, from whom the threat comes, and what measures are in place to protect Professor Cotler. I have, at many occasions, been updated both by the RCMP and CSIS in terms of the information they have on this case and other similar cases. It's not the first time that public figures in Canada have faced threats, and the RCMP have taken the steps appropriate to protect them. I have colleagues in Parliament that have at various times required protection because of specific threats. So the RCMP do this work regularly. The security is assigned based on the threat assessment they do. And of course, they investigate, and if people can be brought to prosecution, they will be. Combien de policiers supplémentaires on serait capable d'envoyer à la frontière, à la GRC ou à l'Agence des services frontaliers, si besoin il y a, s'il y avait un afflux de migrants qui venaient du Sud? Avez-vous identifié un chiffre? Avez-vous identifié, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on a les ressources, en fait, pour sécuriser la frontière? On est absolument prêt. On est absolument prêt. On vient de discuter de cet enjeu à notre comité du Conseil des ministres sur les relations avec les États-Unis. Le commissaire de la GRC et la présidente de l'Agence des services frontaliers ont donné un compte-rendu de leur préparation. Ils peuvent évidemment, au besoin, réaffecter les ressources nécessaires. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas vu une augmentation en termes de demandeurs d'asile au cours des dernières semaines. Cependant, ils sont évidemment prêts pour toute éventualité, et ils auront les ressources nécessaires. Le commissaire vient de confirmer ça encore une fois aujourd'hui. Vous n'allez pas en envoyer préemptivement de plus. Vous attendez de voir un mouvement pour déployer plus de policiers. Là. Encore une fois, on ne discute pas normalement exactement où sont placés les agents de la GRC, à quelles heures les drones seront dans l'air, à quel moment l'hélicoptère va décoller. C'est quoi la technologie à bord des hélicoptères pour voir des gens la nuit qui essaient d'avancer vers la frontière. Ce sera peut-être pas très utile de donner aux personnes qui essaient de passer des gens sur une façon clandestine où sont les agents de la GRC et où sont leurs voitures et leurs hélicoptères. Moi, je sais qu'ils ont des plans tout à fait appropriés. Il n'y a pas de bonification en ce moment. Vous n'en ajoutez pas, il n'y a rien qui a changé. Mais encore là, normalement, on n'annonce pas, Louis, bonne nouvelle, on a ajouté 12 personnes cette semaine. La semaine prochaine, on va ajouter 25 autres. C'est pas le genre de discussion publique qui est très utile. On ne veut pas donner aux personnes qui souhaitent de faire des choses illégales la piste appropriée pour les contourner. Les gens doivent savoir que nous avons beaucoup d'effectifs. 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, qui surveillent la frontière. Il y a des drones dans l'air, il y a des hélicoptères, il y a toutes sortes de technologies, y compris aux États-Unis. Par exemple, les services frontaliers du gouvernement américain ne vont pas mettre des caméras exactement aux mêmes endroits que nous avons des caméras. Ils vont partager des renseignements avec nous. Alors, il y a tellement de coopération puis tellement d'échanges de renseignements que ça nous permet vraiment d'avoir une couverture très efficace. How is your government going to respond to Iran?
by listing the Iranian Revolutionary Guard as a terrorist organization, by calling out the government of Iran as a state sponsor of terrorism. But the Conservatives say there are Iranian agents operating right now here in Canada. So should Canadians be worried about that? Is that a real threat? Again, it's irresponsible. I've been an opposition member of Parliament as well. It's really not a difficult job because you can say all kinds of irresponsible things at any moment, often without any consequence. We don't think it's particularly helpful to scare Canadians in terms of agents of which hostile government are operating in Canada. What we're telling Canadians is the RCMP and CSIS, of course, have all of the tools necessary and the people in place to ensure that some nefarious actor who comes to Canada and seeks to harm Canadians will face the consequences before the justice system. Have the suspects, though, who plotted to kill Collar, have they been arrested or fled the country? But again, I understand it's not a Netflix series where we sort of tell people about some person that arrived at an airport on this date and he's staying at this hotel. That's not normally how these things work. I have a lot of confidence that the RCMP, with partners like CSIS, have all of the information necessary to protect Canadians who may be subject to specific threats, and ultimately to hold those that would proffer those threats to account before the justice system. Merci, thank you. Merci. Bye, Louis, merci. Bye bye. Question rapide. Ça a l'air en forme. Ben, on essaie. Oui, je vous regarde. Ça a l'air en forme. Mexique, je sais que vous en avez parlé un petit peu plus tôt, mais juste une petite précision que j'aimerais. C'est quoi le risque pour le Mexique s'il laisse entrer trop d'investissements chinois sur son territoire? On sait qu'il y a beaucoup d'usines d'automobiles, de propriétés chinoises au Mexique. C'est quoi le risque pour eux si la porte est trop grande ouverte aux produits chinois? Ben, je vous dirais, on fait un peu écho aux préoccupations qui ont été exprimées par nos partenaires américains, c'est-à-dire que dans l'espace économique nord-américain, ce qu'on a essayé de faire, nous, depuis déjà plusieurs années, avec nos partenaires américains, c'était justement de s'assurer qu'on garde nos chaînes d'approvisionnement stratégiques, c'est-à-dire que dans des secteurs névralgiques de technologie, on parle dans les semi-conducteurs, on parle dans les minéraux critiques, nous, on a vraiment compris qu'aujourd'hui, la sécurité économique, c'est la sécurité nationale et qu'on devait faire tout ce qu'on pouvait dans notre pouvoir pour justement protéger ces chaînes-là d'approvisionnement parce qu'elles sont critiques pour la prospérité en Amérique du Nord au 21e siècle. Alors, nous, ça a été notre approche. Alors, ce sera certainement des éléments de discussion dans les prochains mois à venir avec nos partenaires. S'ils n'agissent pas, les gens à Mexico, est-ce qu'ils sont à risque peut-être de se voir débarquer de l'accord? On a un accord qui fonctionne, qui a bien servi, j'allais dire, le Canada, qui a bien servi nos industries, nos travailleurs. Donc, nous, on travaille dans cet esprit-là. C'est un accord qui a été bénéfique à plusieurs égards pour les partenaires. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que le monde a aussi évolué. Alors, la question de la sécurité économique, c'est au cœur des préoccupations de l'ensemble des partenaires et on doit s'assurer que dans les chaînes d'approvisionnement stratégiques, qu'on préserve cet espace-là nord-américain dans des technologies de pointe, par exemple. On l'a vu dans la question des semi-conducteurs, c'est un bon exemple, où on doit protéger la chaîne d'approvisionnement. La même chose, par exemple, dans le titane, le cobalt qu'on a chez nous. Donc, cette réalisation-là, elle est très présente dans les discussions quand on parle avec les partenaires en Amérique du Nord. So just to be clear, what is your position on ousting Mexico from a trilateral trade deal with the U.S.? Listen, we have an agreement which works fine with the three partners. It's been beneficial for our industry, for our worker, for our companies. We are in the spirit of making sure that we preserve everything that is accomplished for our industry. At the same time, what we said is that we have been hearing in the United States some concerns with respect to make sure that everyone within that great economic zone protect the critical supply chain we have, whether it's in semiconductors, whether it's about critical minerals, understanding that today economic security is national security. So everyone needs to be on board to make sure that we protect these critical supply chains that are going to be essential for the 21st century. So the agreement has been providing benefits to all three partners. What we're saying is that as you look at the world has shifted or the world has evolved since now, these issues of critical supply chain security
is front and center, and would want everyone to be on the same page when it comes to that. Do you have security concerns about Mexico? I'll see you. Estimates. Is there a possibility that it will pass this, I guess, this fall, or is there any mechanism where the government can get them passed despite, this filibuster we're seeing in the House? Well, first and foremost, it's extremely important for the supplementary estimates to get passed. There are two types of items in the supplementary estimates. The one is voting expenditures, and those are expenditures that require, obviously, a vote for the expenditures to pass. Those are supports, for example, pharmacare, Dentacare, that type of support, which requires a vote to pass. The other type of expenditures in the supplementary estimates are the items that are already required in statute to be provided. So they don't require a vote, but they're contained in the supplementary estimates as the amount that is required to meet legislative requirements. So it's really those voting expenditures that, in order to pass, require a vote to occur. Now, your question is there a possibility that those voting expenditures might not pass? And the answer is yes, there is a possibility, and they do require a vote to pass, and there is no way for the government to simply pull the rug out from under the House of Commons required voting process and say that they are in place. So it's extremely important for the House to function so that those voting expenditures can be put into place. And as I said, those are supports for the most vulnerable people in our country. That is what we as a government stand for, and we very much hope that the opposition sees the value in supporting Canadians, in supporting our population, including the most vulnerable. If we don't pass that, or if the House doesn't pass that, I guess, can we cash manage our finances into the new year? So what's really important to remember is that the smaller departments would be impacted disproportionately earlier on. And so we do need to ensure that money is able to flow to those smaller departments. We are okay for the next 3 to 4 weeks, but we need to make sure that money flows to those smaller departments and then ultimately the larger departments, which also fuel so much of the government's and the country's business. So the bottom line here, and your questions lead us to this bottom line, is very much we need the House to function. We need the opposition to recognize the importance of the supplementary estimates on the functioning of this country as well as this government. And we urge the opposition to stop playing political games and get down to the business of serving Canadians. And what smaller departments would be impacted first if it ran out of money? I will get back to you on the specific departments, but you can take a look at some of the list of expenditures. I've tabled everything in the House of Commons as of yesterday. It is all there for Canadians to see, and Canadians can also see what the Conservatives are refusing to address by not allowing this House to function. Are you stressed out at all about the government's money? As you know, I occupy 2 large portfolios right now. I'm the president of the Treasury Board that oversees, in total, $450 billion of expenditures every year, as well as the Minister of Transport, and there are large issues in both portfolios. They keep me occupied all day and almost all night. But the most important thing is that we are here for Canadians, to serve Canadians, and I would hope that all members of Parliament want to do the business of acting as a member of Parliament, serving your constituents, and that's what I think about as the Member of Parliament for Oakville. How can I best serve those constituents? And I hope that all members of Parliament think that way as well. If we run out of money, is there a way to get money elsewhere? The bottom line is we need the House to function. Thank you. We need votes to pass, we need legislation to pass, and we need those supplementary estimates to pass. I have a tentative date to go before a committee to speak to the supplementary estimates and in particular the voting expenditures, and I hope that when I get to committee, those items have passed as they have in the past. Thank you for your time.
example,